Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click pour une nouvelle vidéo, The Last of Us avec notre avis complet, notre analyse de l'épisode 3 de la saison 2. Donc de The Last of Us diffusé sur Max, épisode qui s'appelle The Path. La voix, si je ne dis pas de bêtises, en français, c'est l'ami Greg qui est là bien évidemment pour en parler avec moi. Alors attention mon cher Greg, je préviens les téléspectateurs, vous allez voir un magnifique Greg de là, allez, image. Comment vas-tu mon cher Greg ? Écoute, ça va très bien, merci à toi. Je suis très content de te retrouver pour parler de The Last of Us. On a eu un débat enflammé la semaine dernière. Est-ce que le débat de cette semaine aura et autant... même en off J'ai après. appris l'espagnol pour pouvoir te dire, est-ce qu'il aura le fuego de la pasión de mon corazón ? Je ne sais pas. En tout cas, cette coupe de cheveux, mon cher Greg, te va ravir. Et je tiens à rappeler ce proverbe qu'il est important de garder à l'esprit devant tant de beauté. Un grand sex appeal implique de grandes responsabilités. Hein. Sache-le. Voilà. On y va. Écoute, pour... je te donnerai le contact de la société que j'ai utilisée pour les implants. Et tu peux toi-même... Eh bien, mon cher Kerr, est-ce qu'on commencerait par donne ton avis, vas-y. Épisode 3, allez, fais-nous rêver. Donne-nous ton avis, ce que t'en as pensé. Bon, concrètement, pour moi, donc, l'épisode 2, je craignais que la série manque de charisme et que du coup, on soit sur quelque chose de plus tiède. Et c'est effectivement ce que j'ai pensé de cet épisode, qui n'a vraiment rien de mauvais. C'est même un épisode assez costaud par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. La qualité de production est quand même très au-dessus du lot. On a des pistes scénaristiques, on voit avec la tribu de Kerr connaîtra sans doute le nom des gens avec... les quoi, les Séraphites. Les Séraphites ? Tout à fait. Donc voilà, les gens là, dont le scénariste n'a pas eu de meilleure idée pour le titre. Et du coup, en fait, ils ont deux noms. On sent qu'il y a plein d'idées, qu'il y a plein d'idées intéressantes. Tout ça, c'est cool. La fin avec du coup la Luftwaffe de Seattle on sent qu'il va y avoir sans doute une tension, ou en tout cas qui vont montrer les muscles. Donc l'épisode fait vraiment une transition en disant bon bah là voilà, on a pris un épisode pour se poser, transitionner de Jackson à ce qui va être sans doute le reste de l'aventure, qui est l'aventure entre Ellie et Dina. Et ça, il est pas mal. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être encore plus larmoyant. L'épisode a réussi à esquiver ça. Maintenant, effectivement, je continue sur ma lancée en disant que le personnage d'Ellie, qui n'est pas relou dans cet épisode, c'est à noter, c'est quand même une très bonne chose, n'a pas les épaules qu'avait Pedro Pascal dans le rôle de Joel au niveau du charisme. Maintenant, heureusement qu'il y a Dina qui, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un bon casting. Elle est... c'est un personnage qu'on a envie de suivre, même si pour l'instant c'est un personnage qui n'a aucun défaut. C'est vraiment les personnages qui n'ont pas d'aspérité, mais l'actrice le joue tellement bien qu'au final ça passe. Et puis il y a toujours ce côté de se dire mais c'est Dora l'exploratrice au pays des Walking Dead et tout, c'est marrant. Donc voilà, c'est un épisode solide. Qui n'a pas développé, j'ai l'impression, de grandes thématiques, mais très bien filmé. Mais un épisode pas filler, parce que bon, on peut pas avoir la mort de Joël et l'épisode d'après, ils partent tous jouer des maracas. Mais peut-être que cet épisode aurait pu se résumer en 20 minutes. Mais en même temps il développe des personnages, la psy de Jackson qui est intéressant. Enfin, c'était un bon mix, un peu mou mais un bon mix. Et toi mon cher K? Globalement je l'ai trouvé plutôt réussi cet épisode. Alors je vais mettre de côté mon côté de joueur avec les critiques que j'ai dessus, parce que je vais redire ce que j'ai vu de très nombreuses fois dans les commentaires, notamment des précédentes vidéos, que oui, pour l'instant, dans l'adaptation du jeu,
La série est très très en dessous sur la partie 2. Ça, et pour moi, je pense qu'il faut l'accepter, nous, en tant que joueurs, et passer à autre chose. Si on reste juste sur l'épisode en lui-même et on met de côté le jeu, bah, moi, j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Tu parlais d'épisode de transition, je trouve que le mot est bien. Mais là, pour le coup, c'est une transition naturelle. C'est pas un épisode filler qu'on va sortir forcé, comme par exemple dans une série avec un super-héros qui a malheureusement perdu la vue et qui tombe par accident au cours d'un épisode dans un braquage de banque. Ça, c'est un bon gros épisode filler. Là, on n'est pas du tout là-dessus. C'est un épisode transition entre les adieux à Joël et le début véritablement de The Last of Us 2, qui est donc la traque d'Ellie et Dina. Donc c'est vraiment réussi, je trouve. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des moments qui sont touchants, tu l'as dit toi-même, mais sans que ce soit trop larmoyant. Et c'est vrai que c'est bien dosé. On a le plan sur la montre de Joël quand il se fait nettoyer à la morgue. On a ensuite l'arrivée de Tommy, le regard que porte son frère dessus. D'ailleurs, je vais parler de Tommy après. Il y a des petits trucs qui sont dans l'épisode touchant sur le départ de Joël. On a le fait que le générique est changé, que c'est la première fois où Pedro Pascal n'apparaît pas en premier nom. Alors vous allez me dire, c'est normal, il est plus dans la série. Sauf que historiquement, dans les séries, il y a beaucoup de séries qui ont gardé le nom de l'acteur, y compris quand il était décédé dans la série, y compris quand il était plus là. Le dernier exemple en date, c'est Yellowstone. Kevin Costner est resté au générique jusqu'à la fin. Donc c'est pas une science exacte. Et puis il y a quand même à la fin de ce générique le fait qu'avant on avait les deux silhouettes de Joël et d'Ellie qui apparaissaient avec le champignon et au final maintenant il n'y a plus que celle d'Ellie. Donc ça marque véritablement le fait que la page est tournée. Il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes par la suite. On nous parle de la reconstruction de Jackson. J'en profite, mon cher Greg, pour faire une remarque. Il y a un commentaire que j'avais lu sur la chaîne cette semaine et que je vais saluer. C'est une personne qui était, et tu vas, je pense, complètement adhérer à ça. Il buguait complètement parce qu'il sur était la décédé, défense c'est pour de savoir Jackson. un petit peu le mood de ce que tu vas nous mettre. J'ai pas compris. Tu disais cette personne Désolé, était dans les commentaires parce que c'est quelqu'un qui... C'était un commentaire posthume. Non, pas du tout. Il est en pleine forme et on le salue. Non, c'est quelqu'un qui nous parlait de la défense de Jackson et il disait que c'était très étonnant la défense de Jackson. Cette immense plaine qui arrive direct sur les portes, peinard. Enfin, je veux dire, l'infecté qui arrive, il fait 2 km, il arrive tranquillou, il va toquer à la porte, il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de pic, ils auraient pu faire un espèce de creuser un fleuve, enfin un fleuve, je suis ambitieux, mais en tout cas un espace d'eau entre le rempart et la plaine. Enfin, il y avait quand même un gros moyen, il y avait de grosses possibilités de défense de Jackson qui n'a pas été du tout fait. À croire qu'ils n'ont trouvé aucun bouquin sur le Moyen-Âge expliqué aux enfants, parce qu'il y aurait eu des pistes. Mais tu sais qu'il y a une raison à ça, K. C'est quoi ? Parce que tu fais ton malin, etc. Tu dis, ouais, ils avaient pas. C'est pas moi, c'est le commentaire. Là, ils tu avaient pas d'enseignement. De manière extrêmement virulente. Mais c'est aux États-Unis. Un sympathique c'est viewer. tout simplement aux États-Unis. Est-ce que au lycée, ils sont diplômés en connaissant l'époque médiévale ? Demande-leur de mettre Paris sur une carte. Vraiment aux Américains moyens. Mais les Américains aussi ont eu leur château fort, leur chevalier et tout. Non, pas du tout. Donc oui, en effet, tu as raison, mais enfin, ça se connaît. Enfin bref, voilà. Puis il y a eu... Non, là, je fais un peu scène par scène. Il y a eu, mais très vite, on reviendra dessus après ensemble si tu veux, la scène dans la maison de Joël est touchante. Il y a l'assemblée où ça marche plutôt bien. On voit où la série veut nous emmener. On voit bien que Ellie veut se venger. Il y a des phrases qui font écho, par exemple, à notre discussion qu'on avait eue la semaine dernière sur le fait de la vengeance d'Abby. Il y a une phrase qui est dite par Ellie, qui dit elle ne veut pas la vengeance, elle veut la justice, sinon il n'y aura rien. Réfléchissons à cette phrase parce que est-ce que c'est pas le moteur de la série et de tout ce qui est arrivé et va arriver. Voilà, il y a une recherche de la justice. Et le fait que comme il n'y a plus de justice, plus d'État, plus rien,
il y a un trou et que comment font les gens du coup pour la justice, ils se la font eux-mêmes. Donc voilà, il y a le personnage de Dina est en effet excellent. Il y a plein Est-ce que de je peux petites juste choses. réagir sur ton truc sur la justice? J'ai Tout à l'impression fait, mais qu'Ellie s'est mise dans une mélasse parce que concrètement, elle veut se venger. Et elle parle devant toute la ville de Jackson en disant que c'est pour la justice. Et comme on sait que les choses vont être un peu plus grises que prévu, on sent la tension, ou en tout cas cette résolution, où elle va être face au... tu vois, si on peut lui redonner son papier, sa lettre en plus, il y a quelque chose de physique qu'elle va laisser derrière elle. De voir que peut-être Dina va lui donner sa lettre en disant regarde, en fait, tu voulais la justice, est-ce que tu la donnes là vraiment avec ton club de baseball? On sent qu'ils sont en train de mettre des petites briques pour la fin, quoi. Tu verras, mais en tout cas, la psy et Tommy ont bien résumé la chose en disant qu'elle mentait en fait. Elle a dit ce que les gens avaient besoin d'entendre, mais Ellie ne veut qu'une chose, c'est la vengeance. Même si on le sent pas trop. Et alors il y a 2 points moi que je veux quand même aborder avant de... Je reparlerai après du jeu parce qu'il y a vraiment des choses à dire. Est-ce que je peux t'embêter encore pour 2 dans la secondes partie spoil. Oui, vas-y. Sur la prise de Jackson, moi je me suis quand même posé une question, c'est-à-dire que l'intelligence champignonesque, l'intelligence Goomba, je ne sais pas comment on l'appelle, en fait, a amené donc ses troupes pour prendre Jackson, mais n'a pas de renfort. Je trouvais ça, après réflexion, je me suis dit, mais donc en fait... Tu parles des infectés ? L'intégralité du pays quasiment l'intégralité du pays est transformée en infecté. Et en fait, du coup, le champignon essaye d'attaquer les zones où il y a des humains, mais fait une vague et puis après, il n'y a plus personne. Ils ont fait peut-être venir tous les infectés du coin, puis il doit y avoir d'autres personnes qui titillent le champignon ailleurs dans le pays. Hein. Il est peut-être occupé à autre chose, le champignon. Des gens pas, nous, on n'a jamais été un champignon. Caire 2025. Alors moi, il y a 2 choses que je veux aborder avant de parler du jeu plus tard, mais des réserves. Le premier élément, c'est qu'il y a plein d'indices qui sont subtils et que je ne vais pas développer là dans la partie non spoil du jeu, qui me font très clairement penser que la série va être une version édulcorée de ce qu'est le jeu, qui sera beaucoup moins dur, très en faveur d'Ellie, très en charge contre Abby. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, mais il y a quand même beaucoup de choix opérés actuellement par Neil Druckmann, qui est aussi aux manettes du jeu, qui m'étonnent. Ceci étant dit, pourquoi j'ai vu dans beaucoup de commentaires dire mais pourquoi est-ce qu'il change ça n'a pas de sens, il est en train de dénaturer son œuvre. Moi j'avais une théorie, c'était que si la série était moins bonne que le jeu, vu que la série il a fait notamment avec Craig Mazin, son jeu il est intouchable et on continuera de dire qu'il est au-dessus de tout, et en tout cas au-dessus de la série. Et du coup c'est un peu l'artiste qui aide à faire une œuvre, une adaptation liée à son œuvre, mais qui ne sera jamais aussi forte que son œuvre. Donc là il y a un côté un peu démago qui entre en jeu, mais il y a aussi à mon sens quelque chose qu'on avait vu avec Greux Martin. J'appelle Greux volontairement, hein. Sinon c'est George Martin. Ne nous reprenez pas dans les commentaires. Quand il y a eu la promo d'House of the Dragon saison 1, on sentait l'auteur qui était hyper content de retravailler sur son œuvre pour y ajouter une nouvelle vision des choses. Il avait parlé notamment de l'arrivée d'éléments plus fantastiques, de la magie, etc., des créatures, au final, ce qu'on n'a pas vu dans House of the Dragon, notamment parce qu'ils ont mis Martin un peu à la porte. Mais on sent que là, il y a l'auteur qui veut réécrire son œuvre. Et c'est peut-être aussi ce que fait Druckmann, des idées qu'il n'a pas pu développer dans le jeu parce que ça n'allait pas dans le jeu, qui développe. Un des éléments qui me paraît évident, c'est d'avoir développé une relation, même si on l'a vu très peu, entre Dina et Joel, qui trouve son climax quand Dina dit tout simplement à Ellie « moi aussi je l'aimais en fait ». Donc ça c'est une bonne idée parce que c'est pas du tout dans le jeu et c'est très bien. Et alors l'autre élément qui est pour moi malheureusement criant dans cet épisode, et c'est vraiment pas du tout contre Bella Ramsey, j'ai rien contre cette actrice. Il y a eu des moments, notamment dans l'épisode précédent, où je l'ai trouvé vraiment bien. La scène de fin, quand elle vient sur le corps de Joel, est magnifique. C'est pas dans le jeu et c'est une excellente idée.
Mais là, maintenant qu'elle est fusil en main sur Payette, direction Seattle, prêt à en découdre avec Abby, ben c'est criant. Bella Ramsey va pas du tout en Ellie, quoi. Ça allait encore sur la première saison, mais là que maintenant Ellie est une jeune femme qui n'est plus non plus une ado, et qu'en plus elle est motivée, déterminée, motivée par cette vengeance qui lui prend en tripes, je trouve que Bella Ramsey ne fonctionne pas du tout. Et notamment, ce qui est évident aussi, c'est dans sa relation avec Dina. Quand elles sont toutes les deux à table et qu'elles se regardent, bah, y a d'un côté Bella Ramsey qui fait vraiment ado, et de l'autre côté, on a Isabella Merced qui fait femme et qui a beaucoup de charisme. Il y a un décalage énorme, je trouve, entre les deux personnages. Alors dans le jeu, Dina est très charismatique et elle dirige un petit peu aussi les choses. Et puis Ellie, elle se laisse un peu porter par sa timidité notamment. Mais là, concrètement, je trouve que je suis vraiment inquiet. Je vois pas... Bella Ramsey, pour moi, ne sera jamais vraiment la Ellie de The Last of Us. Et j'espère vraiment me tromper, j'espère qu'elle va réussir, j'espère surtout qu'il va pas y avoir des teubés qui vont lui casser les pieds à non plus finir. Mais voilà, d'ailleurs, il y a un truc que je voulais dire, c'est que j'avais pas précisé, mais dans la semaine dernière, j'avais expliqué pourquoi ils avaient modifié Abby, j'avais dit que c'était pour éviter que l'actrice qui joue Abby soit harcelée, et j'avais dit, quand le jeu était sorti, ça avait été très dur, il y a eu beaucoup d'insultes contre Abby, mais ce que j'avais pas précisé, que j'avais en tête, mais je l'ai pas verbalisé, c'est qu'en fait que la personne qui a doublé Abby a été menacée, et dans les commentaires, vous l'avez évoqué, il y a même des commentaires qui sont allés jusqu'à me dire qu'ils ont même menacé de mort sa fille. Donc pour vous dire à quel point les gens peuvent être complètement teubés. Mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Moi, je reparlerai après dans la partie spoil du jeu d'éléments qui m'ont vraiment gêné, et notamment un élément que j'ai oublié de vous parler la semaine dernière, qui était manquant dans l'épisode 2, et ça, pour moi, c'est un énorme warning pour la suite. Mais là, on va plutôt un peu débriefer. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur l'épisode, mon cher Greg ? Les Séraphites, notamment. Qu'est-ce que tu en penses de cette scène-là ? Qu'est-ce que tu en as compris ? Qu'est-ce que tu en retiens de tout ça ? Et puis après, ils étaient plus vivants. C'est vrai. Ça donne, je trouve, et c'est là où moi je vais avoir une analyse, je ne comprends pas du tout ce qu'ils font avec les Séraphites. En fait, en vrai, j'ai pas trop compris, parce que le quiproquo de dire en fait les Wolves, ils les ont tués, on les a vus du coup les Wolves, et on sait que c'est pas des tueurs complètement débiles qui tuent n'importe qui pour l'instant, de ce qu'on en a vu. Donc en fait, on se dit c'est pas eux. Donc en gros, à un moment, je me suis dit... On les a pas vus les Wolves encore. Si, on les a vus à la fin de l'épisode. Tu parles du groupe d'Abby, le groupe d'Abby, et c'est des faux Wolves, et c'est surtout des Lucioles. C'est des Lucioles qui le disent, hein, qui sont partis chez les Wolves, mais c'est pas les vrais Wolves. C'est quoi la différence ? En fait, moi, je vais te donner mon impression. Non, mais c'est quoi la différence entre les Wolves et les Lucioles ? Je croyais que les Wolves étaient des Lucioles de Seattle. Non, les Lucioles, c'est un groupe plus... C'est un groupe de résistants, mais qui a une idéologie beaucoup plus pacifiste, beaucoup plus... Mais qui a des sous-groupes, et les Wolves, c'est un sous-groupe. Les Wolves, c'est un autre groupe. C'est un autre groupe. Merci pour ta précision. Ils sont clairement moins doux que les Lucioles, très clairement. Mais moi, je vais t'expliquer ma lecture du truc. C'est qu'ils te montrent les Séraphites. Tu sais pas encore qui sont les Séraphites. Ils introduisent le fait qu'ils aient une divinité. Donc ça, ok, pourquoi pas. Une prophétesse. Et derrière, ils nous montrent ils nous montrent pas, mais on voit le résultat du massacre perpétré par les Wolves. Moi, l'idée très clairement qui sort de cette scène, c'est que là, ils sont en train de nous montrer que les Wolves, c'est le diable. Et du coup, toi, en tant que téléspectateur, tu fais le lien Wolves-Abby, en fait. Et du coup, ils remettent un coup indirect, mais sur Abby. Mais c'est une question que je me suis... Claire, une seconde. Parce qu'en fait, c'est une question que je me posais. En gros, moi, quand j'ai vu les Séraphites, les Séraphifous, comme on les appelle dans le métier, donc les Séraphifous qui arrivent, je me suis dit, en fait, ils intègrent un troisième groupe qui vont être les plus méchants et qui vont faire que Abby et Ellie vont devenir potes. Et puis après,
quand ils ont été tués, je me suis dit qu'en fait, ça devait être par un quatrième groupe qui va obliger Ellie et Abby à collaborer. Parce que j'y ai pas cru en fait que c'était les Wolves, parce que si Abby Ellie pardon est trop rapide dans ses jugements. C'est à du coup 9 km, 16, c'est à 9 miles, soit 16 km comme la traduction le disait dans les 8 sous-titres. et 14. Tu t'es trompé d'un rien. C'était 8 et 14. Et du coup, ça paraît un peu loin pour aller commettre ce genre de truc. Donc moi j'ai supposé que c'était une autre force qui allait sans doute rentrer en conflit avec les Wolves s'approchant donc de Seattle. Je ne dis rien. Remarquez à quel point commentaire à chaque fois il nous fait le Ave César quand il veut pas le truc c'est respect que à vous, mais pas de les Séraphites est un groupe important, comme les Wolves, comme les Lucioles, etc. C'est bien de l'avoir montré là. Les Séraphifous. Mais ça, j'en reparlerai dans la partie avec spoil du jeu, parce qu'il y a vraiment plein de petites infos qui sont intéressantes d'ici. Ce qui est quand même étonnant, c'est que je sais que la série est diffusée sur Max, mais je ne voyais pas la série aller vers un crossover avec l'univers de Gotham City, Batman, les Séraphites qui se font le sourire du Joker leur divinité. Je l'avais pas vu venir. Tu l'avais pas vu, Néo? Et ça, c'est un clin d'œil que je trouve rigolo, c'est que dans The Last of Us, donc premier du nom, alors il parle bien évidemment du film qu'adorait Joël et qui est un film qui n'existe pas, et Ellie, que ce soit dans sa piole à Jackson ou on la voit aussi chez Joël, elle a des affiches, elle avait déjà des affiches dans le 1 aussi, je sais plus à quel moment, mais en tout cas dans le 1 je suis pas sûr, mais dans le 2 c'est sûr, il y a des affiches de films et tous ces films sont inventés. Là dans The Quelle Last belle of Us, anecdote. donc la série, on a une affiche de Matrix. Pourquoi Matrix? Parce que Warner c'est Max, Matrix c'est la Warner, donc du coup ils ont placé mais c'est marrant, je trouve, alors pour le coup c'est cocasse, mais on a Matrix qui apparaît donc dans la série. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou est-ce que on passe aux versions spoil? Je te laisse, et comme toujours, tu me fais un coucou. En tout cas, pour tous les autres, puisque je ne serai pas là dans la partie spoil du jeu vidéo, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui laissent le petit com pour du coup le référencement. Merci à ceux qui laissent le com pour donner leur avis aussi. Et évidemment, ceux qui like et partagent la vidéo, ça aide la chaîne. Et puisqu'on parle d'aider la chaîne, eh bien, il y a ceux qui l'aident énormément en participant financièrement à cette aventure, en nous aidant sur Tipeee. Merci à vous, ça aide directement la chaîne. Très concrètement, merci beaucoup. Je te laisse, mon cher Kerr. Oui, merci. En effet, si vous voulez voir un peu à quoi ressemble le Tipeee de Cut & Click, c'est Cut & Click sur Tipeee. Alors, on va partir donc sur les spoils sur le jeu. Donc, si vous n'avez pas vu le jeu, vous ne voulez pas savoir, que vous ne l'avez pas fait, fuyez, parce que là, ça va spoiler la suite. Alors, premier élément, et pour moi, ça n'est plus une surprise, j'avais compris assez vite, ils vont mélanger les deux récits. On pouvait se demander, est-ce qu'ils vont faire d'abord la partie d'Ellie, ensuite, est-ce qu'on va voir la partie d'Abby? Pas du tout. Alors d'un point de vue dramaturgie, ça va être très compliqué du coup de faire ça, parce qu'on va pas avoir le même ressenti quand Ellie va arriver sur des personnages du groupe d'Abby et que nous on va les revoir et les suivre et qu'on va se dire oh mon Dieu, mais lui a été massacré de telle manière, lui a été tué par Tommy, etc. Donc là, ils vont mélanger les deux récits. C'était une évidence dans la série, dans sa construction. C'était impossible de faire une saison ou une demi-saison, par exemple, sur Bella Ramsey, puis ensuite le faire sur Abby. D'autant plus que il y a quand même un élément qui est à prendre en compte, c'est que là, quand tu fais le jeu et que tu fais toute la partie d'Ellie, repartir sur Abby pour comprendre et voir quel a été son chemin, c'est jouable. Là, dans la série, c'est quand même beaucoup plus compliqué, avec un épisode diffusé chaque semaine. Quand je dis que c'est jouable, c'est qu'en plus, toi, t'as payé ton jeu, t'es déjà à 20 heures de jeu, ou 15, oui, une vingtaine d'heures, tu vas pas lâcher l'affaire comme ça. Par contre, vis-à-vis d'un téléspectateur de la série, avec un épisode hebdo, si on se retrouve avec
suivre uniquement le personnage que tout le monde déteste maintenant parce qu'elle a tué Joël, et de la voir pendant plusieurs épisodes, ça aurait été problématique. Donc ça, c'est le premier élément, pas de surprise, ils vont mélanger les deux récits, on comprend tout de suite avec la scène sur les Cénobites, les Séraphites, pardon, les Cénobites c'est sur la une, avec les Séraphites et les Wolves. Moi, question c'est, avant de parler du truc ouf que vous avez pas parlé la semaine dernière, c'est je ne comprends pas ce qu'ils font avec les Séraphites. Alors j'ai expliqué, à mon avis là, c'est qu'ils cherchent vraiment à nous piéger en diabolisant les Wolves, et donc comme je disais à Greg, en diabolisant aussi Abby par ricochet. Et en fait c'est un piège qu'ils sont en train de nous tendre, parce que nous on a fait le jeu, on sait qui est Abby et qui est son groupe. Donc voilà, ok, ça. Maintenant, le truc que je ne vous avais pas dit la semaine dernière, et j'ai complètement oublié, j'avais vu en regardant l'épisode, mais j'ai oublié de le faire dans la review. Et il y a un truc qui n'est pas présent dans l'épisode précédent, et c'est ouf. C'est quoi ? C'est la petite phrase de Wen qui dit à Abby que Mel est enceinte. Et le fait qu'il n'y ait pas cette simple petite phrase, pour moi, pourrait être très très lourd de sens, parce que, et c'est là où je disais que pour moi on part vers une version édulcorée du jeu, c'est que j'ai très peur, alors ne déformez pas mes propos, hein, j'ai très peur pour la force du récit, j'ai très peur que Mel ne soit pas enceinte de Wen, et donc on n'ait pas cette scène absolument glaçante de Ellie qui tue Mel proche de l'accouchement. Et donc on n'est pas non plus toutes les scènes après avec Abby, Mel, Owen, la relation qui se détend entre Abby et Mel, tout qui a l'air d'aller un peu mieux, et puis pouf, cette chute terrible, Owen buté, Mel enceinte tuée, nous joueurs tétanisés, etc. Enfin, on n'a pas ça. Et si c'est vraiment le cas, si Mel n'est pas enceinte, qu'est-ce que ça va affaiblir l'intensité de ce que la série va nous raconter dans l'adaptation de The Last of Us partout, quoi. Donc je suis hyper inquiet à l'idée qu'ils aient modifié ça. Après, c'était terrible dans le jeu. Est-ce qu'une série aujourd'hui peut faire un truc aussi ouf, d'autant plus que c'est le personnage principal dans le jeu, ok. On voit Ellie basculer, d'autant plus qu'il y a un élément qui est en toile de fond et qui nous fait comprendre qu'Ellie bascule. C'est pas le fait qu'elle tue Mel, c'est pas le fait qu'elle tue Owen, c'est que pour arriver au fait de tuer Mel et Owen, nous, en tant que joueurs, on a tué des dizaines et des dizaines de Wolves et de Séraphites aussi. Ellie est devenue un boucher dans The Last of Us partout. C'est elle qui dérape complètement dans cette vengeance folle. Et avec vraiment en climax la mort de Mel et la mort de Wen. Donc j'ai peur moi qu'ils changent ça. Ça m'embêterait beaucoup. Mais c'est très difficile de le mettre à l'écran. Donc est-ce que je les pardonne ? Non, vraiment j'ai pas envie qu'ils changent le personnage de Mel. Je l'aimais beaucoup dans le jeu. Donc voilà, il y a cet élément-là qui m'inquiète un peu. Et puisque je parle de femme enceinte, on n'a toujours pas la révélation que Dina est enceinte. Donc ça peut arriver après, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le fait qu'il y ait un gem de 3 mois, alors ça dans le jeu, j'ai un doute s'il y a un gem de 3 mois. Mais ça veut dire donc que Dina, si elle est enceinte, elle était avec Jesse il y a un peu plus de 3 mois. Donc là, concrètement, au moment où elle part avec Ellie, elle est enceinte peut-être de 4 mois, ce qui est quand même, mine de rien, dans une grossesse, pas rien. Ça commence à se voir. Il y a eu des effets, notamment. Ça me paraît un peu compliqué. Est-ce que, pareil, ils vont faire Ellie non, mais Dina enceinte? S'ils le font pas, mais ça change absolument tout. Déjà, ça change. Déjà, on est très attaché à Dina, mais le fait en plus qu'elle soit enceinte rend la confrontation Dina-Abby absolument incroyable. Moi, je sais pas quelle était votre réaction quand vous avez votre réaction, pardon. On enregistre, il est très tard. Quelle a été votre réaction quand on a cette scène où Dina essaye de sauver Abby, décidément,
Dina essaye de sauver Ellie, qui est à deux doigts de se faire buter par Abby, et là on pense que Abby va tuer Dina. Moi j'ai crié, j'ai dit non, la tue pas. J'étais pas bien. Et bon, ça se finit bien, mais pareil, on n'aurait pas la fin avec le bébé Dina. À quel point c'est incroyable que Ellie les abandonne pour aller se venger une énième fois. Donc voilà, et il y a un autre élément qui change aussi beaucoup. D'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais parler avec Greg. Bon, j'ai pas fait, je vais faire maintenant. Moi, je trouve que le personnage de Tommy est très différent dans la série par rapport au jeu. D'abord parce qu'il est très charismatique, il se place un peu comme leader à Jackson avec sa femme. D'ailleurs, c'est très marrant, mais la bataille de Jackson a été énormément comparée aux batailles menées par Jon Snow dans GOT. Et il y a un parallèle qui me paraît assez évident. Je l'ai trouvé aussi très touchant, mais il y a un truc qui change complètement. C'est que Tommy n'est pas le mec qui met une pièce dans la machine à vengeance d'Ellie en permanence. Lui, dans le jeu, Tommy veut à tout prix se venger et il est jusqu'au boutiste dans cette démarche-là. Là, il est plutôt en train d'essayer de la calmer, il a peur qu'elle parte, etc. C'est pas du tout le Tommy du jeu qui va redébarquer après tout ce qu'a vécu Ellie alors qu'elle a un enfant avec Dina et qui va lui dire j'ai retrouvé une trace d'Abby, bon bah allez on y va, go go go. On n'est pas du tout là-dessus. Donc ça peut changer parce que du coup le rôle de Tommy peut être très différent dans la suite de la série, et je ne serais pas moi méga étonné qu'il reste un peu à Jackson ou que même il y reste complètement et que ce soit Jesse qui prenne sa place on va dire dans l'histoire. Après j'ai quand même un peu de mal à y croire. Je pense qu'à un moment donné il va dire non mais je vais aller sauver Ellie, puis en même temps si je peux donner un coup de main dans la vengeance, il va dire ça à Maria, puis il va y aller. Mais ouais, le Tommy est assez différent. Et puis dernier petit point par rapport au jeu et différence avec la série, c'est que en enlevant la scène de la weed dans l'épisode précédent, et du coup on a une relation entre Dina et Ellie qui est complètement différente à cet instant T. Elles sont clairement pas ensemble. C'est pas le départ d'Ellie et qui part avec sa meuf en vengeance, quoi. Alors ok, c'est son love interest, ok, ils en reparlent sous la tente, etc. Mais elles sont pas ensemble, c'est pas la même relation. Enfin bon, ça c'est pas non plus dramatique. Donc voilà. J'en ai terminé. Si vous avez des petites remarques, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Vous pouvez mettre un spoiler avant d'écrire, comme ça les gens qui ne veulent pas être spoilés ne le sont pas. Je redis comme Greg, si vous voulez aider la chaîne, si vous aimez notre contenu, ce qui est vraiment important, alors déjà c'est vous abonner, c'est pour voir les vidéos, mais surtout pour sortir de l'algorithme dans ce monde impitoyable de l'algorithme YouTube. Malheureusement on n'aime pas le dire, mais bon c'est le jeu, c'est le pouce vers le haut bien sûr, et puis le commentaire qui aide les vidéos à sortir un petit peu de la masse, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que là en ce moment on fait de gros efforts pour faire beaucoup de vidéos et vous faire plaisir. Donc si vous êtes satisfait de faire un petit coup de pouce, nous ferait le plus grand bien. Voilà, merci à tous et à toutes. On se dit à très bientôt sur Cult & Click. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos. On a fait des vidéos sur The Pit, sur Daredevil, sur l'anime Lazarus qui est une nouveauté. Sur Star Wars et toutes les infos, on a parlé d'Andor également dans la vidéo Star Wars avec notre avis sur les premiers épisodes. Donc voilà, plein de choses à regarder. À très vite sur Cult & Click. Ciao.